Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est totalement imprévue. Normalement on devait parler d'autre chose, c'est un motif récurrent des dernières introductions. La semaine prochaine il y aura beaucoup de vidéos sur plein de sujets différents, mais aujourd'hui je voulais parler de cet article que j'ai lu là tout à l'heure, à l'instant, sur l'équipe. C'est l'interview qui est sortie ce matin, l'interview d'Arsène Wenger par Vincent Duluc. Arsène Wenger qui travaille à la FIFA, on va revenir sur tout ça, et qui détaille sa proposition d'une Coupe du Monde biannuelle, et d'un Euro biannuel aussi, en fait, d'une compétition internationale de sélection tous les étés. Voilà, ça m'a plutôt intéressé, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à en dire, et c'est la possibilité aussi pour nous de retourner sur ces vidéos un peu édito, réflexion, avec très peu de montage. Mais voilà, juste vous livrer un petit peu mes impressions là-dessus, ça m'intéressait. On va essayer d'avoir la réflexion la plus objective possible, on va dire, avec le moins de dogmatisme. Traditionnellement, je dirais que je suis un peu philosophiquement aligné sur la vieille école du foot qui défend les vieilles idées, un peu conservateur finalement, dans ma vision du foot, de ses institutions, de ses compétitions. Mais je vais essayer d'aborder les points les plus importants de la conversation d'Arsène Wenger et essayer de les analyser vraiment objectivement en détachant mes a priori et en essayant de creuser un petit peu la réflexion. Donc on va partir des faits. Cet entretien, comme je vous en parlais, il est sorti dans l'équipe tout à l'heure, ce matin. Arsène Wenger, il est directeur du développement du football mondial à la FIFA et il passe pas mal de temps à réfléchir en gros sur deux choses. C'est d'abord les nouvelles règles, réflexion sur de nouvelles règles. Je crois qu'il y avait quelque chose autour notamment de la marge de précaution ou de la marge de tolérance pour le hors-jeu jugé par la VAR il n'y a pas longtemps, il me semble. Mais c'est les nouvelles règles et c'est aussi réfléchir au réaménagement du calendrier international. Son idée en l'occurrence, comme j'ai dit, c'est d'avoir la Coupe du Monde tous les 2 ans, l'Euro aussi, chaque été, un tournoi international. Pour ce faire, comment mettre en place ce projet? Pour ce faire, il parle d'une réduction du nombre de matchs de qualification. Aujourd'hui, il y en a 10, ça passerait à 6 matchs de qualification. Et plus que 2 trêves internationales par saison, par rapport aux 5 qu'il y a aujourd'hui, plus que 2, idéalement une seule même. Alors il parle d'octobre et mars, mais que lui, si c'était possible, pourquoi pas une seule en octobre, de 3, 4, 5 semaines, un mois à peu près, en octobre. C'est un projet qui va être bientôt discuté avec les fédérations qui composent la FIFA, les fédérations nationales. Il y aura un vote qui sera soumis aux fédérations. Wenger espère qu'il soit maintenu, qu'il soit tenu en décembre, donc on aura vraisemblablement très bientôt une décision là-dessus. Si c'était accepté, ce serait donc pour une mise en application, cette idée d'un tournoi international chaque été, ce serait pour une mise en application autour de 2028, donc dans un petit mois quand même. 2028, vu que le calendrier international est déjà fixé jusqu'en 2026. On a déjà cette Coupe du Monde 2026 qui est décidée, Coupe du Monde américaine qui aura lieu aux États-Unis, Canada, Mexique, horizon 2026, enfin en 2026. Donc voilà, ce serait pour dans un petit moment. Mais ça, c'est globalement l'idée, c'est globalement les faits. Alors mon avis sur la question, déjà, je pense que je suis plutôt d'accord, finalement, avec l'idée de rationaliser les trêves internationales. Je suis totalement d'accord sur l'idée que 5 par an, c'est beaucoup trop. La preuve, on la vit en ce moment, c'est qu'on vient à peine de lancer la saison des clubs, on vient à peine de lancer ce qui est pour moi un des tout meilleurs moments de la saison, on découvre les nouvelles recrues, les nouvelles histoires, les nouvelles dynamiques, c'est un super moment, et déjà, il faut s'arrêter pour une trêve internationale, pour des matchs de qualification à une Coupe du Monde qui va se tenir dans 1 an et demi. Bon, c'est pas super excitant. Et ça, c'est pour les supporters, donc il y a un intérêt qui est pas fou, j'imagine, autour de ces matchs de qualification. Même si j'ai vu que les audiences n'étaient pas mauvaises, j'imagine que c'est parce que les matchs sont en clair. Mais bon, fondamentalement, l'intérêt il est moins fort sans doute que pour ces saisons qui démarrent, qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est côté supporter. Côté entraîneur aussi, bien sûr, et Wenger en parle, il en parle d'expérience. Il dit que pour les entraîneurs qui perdent très fréquemment leurs joueurs sur ces trêves internationales, quand il y en a 5 par an, c'est beaucoup trop. Et pour les joueurs aussi, qui multiplient des déplacements épuisants pour se rendre à leur match de sélection. À ce sujet, Wenger dit « Il faut qu'il y ait moins de mixité dans le calendrier entre les périodes de club et les périodes de sélection, et donc moins de voyages transcontinentaux pour les joueurs. Ce qui ressort des études sur la récupération, c'est que la fatigue des joueurs est impactée par les voyages et les chocs climatiques. » Bon, okay, tout ça, ça me semble assez raisonnable, là-dessus, je suis plutôt d'accord. Maintenant, pour sauver le foot, c'est un thème récurrent de cette interview, sauver le foot de sélection, personnellement, je sais pas s'il faut plus de matchs. Alors, il y a quand même l'idée de Wenger, elle est quand même assez intéressante. Il dit une phrase qui m'a plutôt attiré.
Il faut avoir le courage de se dire que la beauté et le prestige de la compétition dépendent avant tout de la qualité de la compétition. C'est un concept intéressant. Sous-entendu, tant que les matchs sont bons, tant que les matchs sont de qualité, l'intérêt y sera là, et la qualité étant plus importante pour Wenger que la rareté. Je pense que c'est vraiment ces deux concepts qui se battent ici, qualité plus que la rareté. Là-dessus, je suis pas totalement convaincu. Je dirais qu'il faut un équilibre entre les deux. C'est sans doute ça qui nous motive à regarder des matchs, qui nous intéresse dans les matchs de foot. C'est cet équilibre qualité-rareté. Bien sûr, la qualité, elle est primordiale. Si t'as que des matchs pourris, même s'ils sont rares, tu vas pas les regarder. Mais si on suit le foot, si en général on aime le sport, c'est aussi pour sa notion d'enjeu. Je pense que c'est très très difficile de départir le sport de sa notion d'enjeu. Et l'enjeu, il est hyper fortement corrélé à la rareté. C'est la rareté qui détermine en grande partie l'enjeu. Par exemple, tout le délire de gagner une Coupe du Monde, c'est sans doute parce que pour un joueur, c'est quelque chose qui va vivre, s'il a la chance de le vivre, s'il a le bonheur ultime de le vivre, c'est quelque chose qui va vivre qu'une fois dans sa carrière, donc il y a une rareté et un enjeu sur cette finale. Tu dis, c'est la seule finale de Coupe du Monde que je vais jouer, soit je la gagne et j'ai gagné cette Coupe du Monde pour toute ma vie, soit je la gagne pas et j'aurai pas de nouvelle chance de la regagner. Voilà, l'enjeu est très fort. Ça, c'est pour les joueurs, et puis pour pas mal de supporters aussi, qui vont vivre ça qu'une fois dans leur vie, peut-être deux s'ils ont de la chance. Pour la plupart des supporters dans le monde, jamais. C'est cet enjeu, cette rareté, qui détermine l'enjeu et qui nous intéresse autant, je pense, dans ces compétitions. Voilà. Si tu baisses trop le curseur de la rareté, de manière générale, tu perds quand même une grande partie de cette magie, et même au-delà de la victoire, même au-delà du fait de gagner la Coupe du Monde ou de gagner l'Euro, c'est le fait d'avoir dû attendre 2 ans, en l'occurrence même 3, qui fait grimper l'anticipation, et sans doute, là, en bonne partie, le plaisir aussi. Voilà, c'est beaucoup de mots, et beaucoup de temps pour exprimer une idée qui était assez simple. La rareté conditionne énormément, détermine énormément l'enjeu, et l'enjeu, c'est une grande partie de notre intérêt. Voilà. Maintenant, je suis aussi d'accord quand Wenger dit, à propos de cette nouvelle période de qualification, si elle se tenait sur 1 mois en octobre, par exemple, qui est son souhait le plus profond, numéro 1, il dit « Ce serait une période complètement dédiée à la qualification et aux équipes nationales, et cela créerait une tension qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. » Ça, je suis plutôt d'accord, c'est vrai que ce serait une bonne manière de donner beaucoup d'intérêt. Alors peut-être qu'on perdrait un petit peu de rareté / enjeu sur les Coupes du Monde et sur les Euros, mais si tu avais un seul mois pour déterminer qui se qualifie, 4 semaines de qualification pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro qui se tient dans quelques mois en plus, dans 6-7 mois. Donc il y a une proximité qui renforce ce rapport, c'est pas se qualifier pour un tournoi qui jouera dans 1 an et demi comme actuellement. Mais si c'est 1 mois pour se qualifier pour la Coupe du Monde de cet été-là, 6 matchs pour s'y qualifier, les 6 matchs rassemblés sur 3 ou 4 semaines, ça donne envie de regarder quand même, ça donne beaucoup plus envie de regarder que ces matchs de qualification interminables, qui sont surtout des semaines de repos pour les personnes qui travaillent dans le foot, ou pour les personnes même qui suivent le foot, une manière de déconnecter, faire autre chose de sa vie avant de retourner au foot de club. Bon, je schématise un peu, c'est un peu grossier comme réflexion, mais bon, moi ces matchs qui m'intéressent nettement moins. Et là, si j'avais 1 mois entier de matchs de qualification, c'est sûr que l'enjeu serait très fort, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais bon, voilà, tout ça, c'est la réflexion sur l'équilibre rareté-qualité. Je pense que c'est vraiment le thème central de cette idée, et c'est comme ça qu'il faut l'aborder, principalement. Mais une autre bonne raison, pour revenir à notre argument principal, une autre bonne raison pour limiter l'inflation des matchs, la boulimie des matchs, c'est la nature physique d'un organisme, d'un corps humain. Un joueur, je pense qu'il n'est pas fait pour jouer 60-65 matchs par saison, comme on le voit de temps en temps en ce moment. C'est irresponsable, je pense, de mettre en place une réforme qui va accentuer les blessures, plutôt que d'essayer d'en faire une qui pourrait les limiter. Par exemple, si tu dis, comme Wenger le dit, qu'on peut limiter le nombre de matchs de qualification, passer de 10 matchs de qualif à 6 matchs de qualif, pourquoi est-ce que tu fais pas juste ça et tu ajoutes pas une Coupe du Monde et un Euro? Si ton idée c'est de respecter les organismes et respecter le calendrier frénétique, en tout cas réduire le calendrier frénétique, bah juste apparemment, comme tu peux faire moins de matchs de qualif, bah tu mets moins de matchs de qualif et c'est tout, tu t'arrêtes là. Bon, évidemment, à travers ça, on lit que l'intérêt, c'est pas uniquement de rationaliser le calendrier, c'est bien d'ajouter des événements internationaux, potentiellement des rentrées d'argent. Bon, là, je
Je suis plus sceptique parce que peut-être qu'à court terme, effectivement, ça peut te permettre de faire des rentrées d'argent. C'est un peu comme l'idée de la Super League. À court terme, pourquoi pas. Et puis 4 ans plus tard, quand tout le monde s'est lassé de voir un tournoi chaque été, ou tout le monde s'est lassé de voir 6 PSG Manchester City chaque saison, comme dans le cadre de la Super League, l'intérêt s'amenuise un peu. Voilà, je suis un peu moins convaincu par cette idée. Je pense aussi qu'à moyen terme, donc ça c'est un peu à court terme sur la santé des joueurs, mais à moyen terme, des calendriers chargés, c'est un avantage en plus pour les clubs qui ont de grosses surfaces financières, qui ont les moyens d'avoir 20, 22, 24 joueurs de classe mondiale, de faire 2 équipes. Bon, si tu densifies le calendrier à ce point, t'accorde un avantage, et on voit par exemple sur l'édition Ligue des Champions 2020-2021, les 2 clubs qui accèdent en finale, c'est pour moi les 2 équipes qui ont les 2 clubs qui ont les effectifs les mieux fournis. Chelsea et Manchester City, c'était les effectifs, les clubs qui avaient 18, 20 vrais joueurs et qui brillaient par la profondeur de leur effectif. C'est même une tendance qu'on observe avec le maintien de la règle des 5 changements. Voilà, tout ça, ça va dans le sens de super équipes avec 20, 22, 24 très gros joueurs qui pourraient même constituer potentiellement 2 11 de départ. Et ça va, voilà, ça accentue les inégalités de mon point de vue. Il y avait un autre point qui était plutôt intéressant dans cette interview qui évoquait la question des records, des repères historiques. Vincent Deluc pose la question « Quid de la modification des repères, des statistiques et des records établis ?» Ça peut s'entendre, et je pense que je partage le sentiment sous-jacent derrière cette question qui est un attachement à l'histoire du foot. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se méprendre. D'ailleurs, Wenger le dit, il dit ça fait longtemps que les statistiques sont faussées, ce qui me semble d'ailleurs être une manière un peu bizarre de répondre à cette question, en mode les statistiques, elles valent déjà plus rien, donc oui, ce qu'on fait, c'est fausser les statistiques, mais elles le sont déjà. Réponse un peu bizarre, mais je suis quand même d'accord sur l'idée. C'est que c'est déjà le cas. Avec la multiplication des matchs, et notamment des matchs de sélection, quand tu regardes les classements de buteurs de l'équipe de France par exemple, où tu as Giroud qui est devant Platini. Alors, no disrespect sur la carrière de Giroud, mais il est devant Platini en bonne partie puisqu'il a joué 48 matchs de sélection de plus que Platini. Et sur la même période, en plus, Platini il est resté 11 ans en équipe de France, Giroud 10, en encore moins de temps, il a joué 48 matchs de sélection de plus. Et donc on a Olivier Giroud qui est devant Michel Platini, devant un triple ballon d'or. Sur ce classement, voilà, la question statistique, les livres d'histoire ont perdu déjà pas mal de cohérence. De ce point de vue-là, de la même manière, un exemple qui est un peu dans l'autre sens, c'est qu'on crache pas sur les Coupes du Monde de l'Uruguay glanées en 1930 et en 1950, alors qu'il n'y avait que 12 adversaires, il n'y avait que 13 participants à ces Coupes du Monde. On ne dit pas, oui, aujourd'hui les Coupes du Monde valent beaucoup plus parce qu'il y a 24, 36, 48 équipes, même potentiellement. On ne va pas s'empêcher de faire des réformes par crainte de désorganiser les livres d'histoire. Voilà, les historiens sont là pour ça aussi, replacer le contexte de chaque période. Je pense pas que ce soit un argument très fort, mais il était intéressant à évoquer. Enfin, évidemment, j'imagine que derrière tout ça, il y a la question financière, une petite guéguerre avec l'UEFA aussi, parce que ça voudrait dire la fin de la Nations League. D'ailleurs, Wenger le dit à un moment, ce qui compte, c'est de renforcer les compétitions existantes et les compétitions historiques, pas d'en ajouter de nouvelles, sans citer la Nations League, mais c'est une mention dissimulée qu'on lit aisément. Ceferin a répliqué, d'ailleurs, le président de l'UEFA a répliqué en disant que c'est une idée irrationnelle, en parlant de cette nouvelle organisation de la FIFA. Pourquoi en aurions-nous besoin ? La prochaine Coupe du Monde après 2022 aura lieu en 2026. En 2028, c'est l'Euro. Okay. S'il y a une Coupe du Monde en 2028, alors les équipes européennes ne la joueront pas. Bon, je doute, énorme doute là-dessus, mais voilà, on voit qu'il y a depuis un petit moment maintenant une grande lutte d'influence entre la FIFA et l'UEFA. C'est une manière pour la FIFA de reprendre encore plus le contrôle sur le foot de sélection. Maintenant, il y avait aussi un point intéressant dans l'interview. La véritable question, alors Arsène Wenger dit, la véritable question, et c'est un peu une conclusion, c'est de choisir entre le statu quo, continuer ce qui se fait aujourd'hui, 5 rassemblements de 10 jours en septembre, octobre, novembre, mars et juin, les 5 trêves internationales, ou le regroupement des qualifications. Si la Super League s'était créée, elle aurait refusé de s'aligner sur le calendrier international et n'aurait pas lâché les joueurs. Alors, il faut faire en sorte que le monde du foot garde une unité, et pour cela, il faut l'organiser différemment. Alors là, pour moi, il laisse échapper un point qui est assez important, c'est que, est-ce que ça, c'est pas déjà admettre que la Super League arrive ? Parce que ça revient à dire,
Il faut organiser le foot de sélection différemment, parce que si la Super League s'était mise en place, elle n'aurait pas accepté ce fonctionnement avec 5 trêves internationales. Donc finalement, en modifiant le calendrier de sélection, tu prépares un peu le terrain pour une Super League que la FIFA avait officiellement la FIFA disait qu'elle était contre cette Super League, officieusement on sait qu'elle la défendait sans doute en coulisses. Donc est-ce que ça, c'est pas déjà préparer un peu le terrain pour cette Super League ? Une cohabitation entre la Super League et le calendrier international. Voilà, c'est une question qui se pose. Globalement, je pense que même après lecture de cette interview, des points plutôt intéressants mentionnés par Wenger, de ma croyance forte en le fait qu'il faut rationaliser ce calendrier international. Je suis d'accord avec le fait de dire que 5 trêves c'est beaucoup trop, celle-ci par exemple, elle me saoule totalement. Même si je suis d'accord avec tout ça, je pense que fondamentalement je reste plutôt sur ma position de l'équilibre qualité rareté. Je pense que la rareté a son mot à dire dans la conception du foot international. Je pense que je suis plutôt ok avec l'idée qu'on ne joue pas des compétitions internationales tous les étés. Forcément, ça va enlever une grande partie de l'enjeu, du plaisir de visionnage. Bon, voilà, ça se discute. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était un début de réflexion, je doute pas qu'on aura plus de moments pour en discuter. Et vraisemblablement bientôt, puisque le projet avance plus tôt. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo très rapide, très courte, facile à faire et qui me permet aussi de préparer un peu le terrain des autres qui vont sortir la semaine prochaine, j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez que plus de monde voit ce type de contenu aussi. C'est pas un message particulièrement militant et véhément, mais pourquoi pas. Ça améliorera son référencement si ça vous intéresse et que vous voulez que plus de monde le voit. N'hésitez pas à mettre ce fameux pouce bleu. Si vous voulez pas rater les autres vidéos qui vont sortir très vite. Alors il y a mes pronos de Première Ligue, mon classement de Première Ligue, je suis en train de préparer un gros truc là-dessus. Bien sûr le classement de Ligue 1 que vous avez été nombreux à me demander, qui arrive aussi. Une analyse historique qui est en préparation depuis un petit mois maintenant, qui sera assez simple à faire mais je pense assez intéressante. Et un quatrième truc, ouais, Cristiano Ronaldo. Alors j'hésite pour Cristiano Ronaldo, je vous en parlais l'autre jour, j'ai construit mon analyse dessus. Maintenant, ça fait tellement longtemps que le transfert a eu lieu dans le monde du foot que j'hésite à incorporer ça avec une analyse de ses premiers pas. Il y aura ses premiers pas sans doute, j'espère en tant que titulaire contre Newcastle, je crois que c'est samedi prochain à 16h si je ne me trompe pas. Peut-être qu'on pourrait un peu tout mixer là-dedans et faire un petit peu ce qu'on a fait pour Léo Messi, ses premiers pas au PSG. Voilà, partagez-moi vos impressions là-dessus aussi. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une super soirée, un excellent week-end qui démarre. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite. Bisous.